Et si le sauvetage d'une seule personne pouvait indirectement provoquer la mort de plusieurs milliers ? Life is Strange est une expérience qui vous plonge la tête la première dans les implications du célèbre effet papillon. Une hypothèse stipulant que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Dans cette histoire, nous incarnons Maxine Caulfield, une étudiante en photographie à l'université de Blackwell à Arcadia Bay. Sa passion ? Figer le temps et l'espace pour capter des moments qui méritent d'être partagés et des instants qui méritent d'être revisités. Max a du talent et un avenir glorieux se dessine devant elle. Mais tout bascule le matin du 7 octobre 2013. Dans les toilettes de son école, le battement d'aile d'un papillon vole son attention et l'attire dans un recoin sombre de la pièce. Quelques secondes plus tard, Chloé et Nathan débarquent, deux figures aussi familières qu'opposées aux yeux de Max. L'une est son ancienne meilleure amie et l'autre, l'étudiant qu'elle déteste le plus. Ces deux-là sont en conflit à propos d'argent et de drogue, mais aucun ne veut céder. Les arguments se transforment donc en insultes, les insultes en menaces et les menaces en... No! Wow! Maxine reprend conscience au même endroit où elle se trouvait 1 heure auparavant. Alors était-ce un cauchemar ou une hallucination ? Un rêve prémonitoire ou un voyage temporel ? Chaque minute qui défile est une confirmation de plus de l'impensable. Le cours auquel elle assiste en ce moment n'est pas une simple imitation du précédent, mais bien la copie conforme. Chaque mot, chaque geste, chaque regard est identique. Et Max sait parfaitement qu'il est impossible de prédire une telle quantité de micro-événements, à moins de les avoir déjà vécus. Une adolescente discrète, sans histoire et inconnue du public devient donc maître du temps. Un pouvoir si extraordinaire qu'il perturbe la frontière la plus évidente dans l'esprit humain, celle entre le futur et le passé. Notre apprenti photographe est à présent capable de se projeter dans son passé et de se souvenir de son futur. Il est 16h quand le cours de Monsieur Jefferson prend fin. Max se souvient de ce qui va se produire dans 5 minutes et anticipe déjà ce qui s'est produit il y a 1 heure. Son objectif est clair, sauver Chloé d'une mort certaine. Direction les toilettes pour empêcher le destin d'accoucher d'une nouvelle injustice. Les deux ennemis se disputent comme prévu, mais Max trouve cette fois-ci une parade pour faire fuir Nathan et puis, plus rien. Ni téléportation, ni réveil en arrière. Le pire a été évité, mais à quel prix ? Dans 5 jours, Max fera face au plus grand dilemme de sa vie, et on ne peut comprendre sa future décision qu'en éclaircissant un seul mystère. Qui est Maxine Caulfield ? Ce sont les décisions d'une personne qui déterminent qui elle est. Et celui qui prend les décisions de notre protagoniste, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. C'est tout autant celui qui connaît l'histoire par cœur que celui qui ne l'a vécue qu'une fois. Il y a autant de Max Caulfield que de joueurs, alors tâchons de nous attarder sur une seule Max à la fois. La Max du jour est la mienne, celle que j'ai construite sur 5 épisodes. Et en ce 7 octobre 2013, elle s'inquiète pour une personne invisible, dont tout le monde se fout. Si seule une minorité a été la cible de moqueries, de harcèlement, de menaces et de violences à l'école, la majorité d'entre nous en a été témoin. Le cas de Kate Marsh nous permet de nous immerger dans une situation où la passivité peut être mortelle. Kate est une camarade de classe de Max dont l'identité et les pratiques lui valent beaucoup de reproches. Elle est catholique pratiquante dans une université d'art et de sciences, et elle promeut la chasteté à des étudiants en quête de rencontres. Ça commence donc déjà mal pour elle, et il suffit d'une soirée pour que tout son monde s'effondre. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Contre toute attente, l'étudiante la plus prude qui soit finit dans un état si incontrôlable qu'elle se met à embrasser plusieurs garçons devant tout le monde. Et comme toujours, il y a une personne pour filmer la scène et la poster sur les réseaux. On passe alors du simple témoignage, qui peut être déformé ou amplifié, à une preuve tangible, qui peut être revisionnée et partagée. Kate est ridiculisée et rejetée, et Max est la seule qui choisit de faire un pas vers elle. Sa décision est motivée par 2 sentiments, l'empathie et la méfiance. L'empathie la pousse à la réconforter plutôt qu'à la rabaisser, à s'identifier à elle plutôt qu'à la juger. Et la méfiance lui fait questionner la version officielle. Elle lui donne l'intuition que la vidéo ne dit pas tout, et qu'il est nécessaire d'obtenir la version de la victime pour pouvoir émettre un jugement final.
En discutant avec Kate, Max apprend qu'elle a fait un blackout quasi complet alors qu'elle n'a bu qu'une simple gorgée de vin. Les seuls flashs qui lui reviennent de la soirée impliquent le fameux Nathan. Le même Nathan qui a tiré sur Chloé. Kate se souvient de l'avoir entendu dire qu'il l'emmènerait à l'hôpital, chose qu'il n'a jamais faite. Elle se souvient également de s'être réveillée une première fois dans une pièce inconnue, puis une seconde fois dehors devant l'université. Pour elle, la seule explication logique à son comportement est qu'elle a été droguée. Max la croit, car Chloé lui a elle aussi confié avoir été droguée par Nathan par le passé. Il aurait ensuite tenté de l'abuser sans succès. L'hypothèse de Kate est donc plausible, et elle ne fait que renforcer l'injustice qu'elle subit. Tout le monde se range du côté de ses bourreaux et personne ne daigne entendre sa version, sauf Maxine. Si Max sait que Kate est au plus bas, elle minimise quand même l'étendue de sa douleur. Alors oui, elle répond à ses appels et parle de sa situation à Jefferson, mais ça s'arrête là. Elle ne va pas voir le principal, elle ne contacte pas sa famille et elle ne passe pas de temps avec elle. Et quelque part c'est logique, elle vient tout juste de renouer les liens avec sa meilleure amie d'enfance après 5 ans de silence radio. Voilà pourquoi Maxine est surprise le jour où Kate décide d'abréger ses souffrances. Fort heureusement, elle parvient à rembobiner la scène, faire pause et confronter Kate avant qu'elle ne se laisse emporter. Mais le pire n'a pas encore été évité. L'effort qu'elle vient de fournir était si intense qu'elle n'a plus accès à son pouvoir. Elle ne peut donc plus tricher. Elle doit à présent trouver les mots pour la convaincre de ne pas écouter son désir le plus profond. Et si ça se passe mal, pas de retour en arrière. Alors est-ce que Max aurait pu éviter cela ? Pour faire court, oui, mais difficilement. Pour le comprendre, reprenons depuis le début. Souvent dans les cas similaires à celui de Kate, soit la victime masque une grande partie de sa souffrance, soit elle n'est pas assez prise au sérieux, soit les deux à la fois. Max s'est retrouvé dans le second cas de figure, pas par manque d'empathie mais par manque de connaissances sur le sujet. Max n'aurait pu identifier les signes que si elle avait étudié la théorie sur le suicide de Thomas Joyner. Ce psychologue américain établit en 2005 la théorie interpersonnelle du suicide, une théorie visant à expliquer pourquoi certaines personnes adoptent des comportements suicidaires et quand elles sont susceptibles de passer à l'acte. Avant l'acte, il y a le désir, qui est provoqué par l'existence simultanée de deux sentiments. Le sentiment d'isolement social et le sentiment d'être un poids pour les autres. Chez Kate, on observe un ordre dans l'apparition de ces deux émotions, et même une causalité. L'étudiante subit d'abord l'isolement social, qui se traduit par la privation d'un besoin essentiel, l'appartenance à un groupe. Tout humain a besoin de relations sociales stables pour fonctionner, même les plus solitaires d'entre nous. Kate est d'abord rejetée par ses camarades de classe, qui refusent de lui adresser la parole si ce n'est pour la ridiculiser, puis par ses amies Alyssa et Stella, qui la laissent gérer les moqueries seule, et enfin le pire, sa propre famille, qui se permet de la rabaisser alors que son estime de soi est déjà au plus bas. Sa mère lui explique qu'elle est possédée par le diable et sa tante qu'elle risque l'éternelle damnation pour ce qu'elle a fait. Cette disparition de lien social fait apparaître en elle ces schémas de pensée négatifs. Kate ne se sent pas juste seule aujourd'hui, cette semaine ou pour une durée spécifique. Elle se sent définitivement seule. C'est l'inévitabilité de ce sentiment de solitude qui est le plus brutal. Cette sensation que la souffrance ne partira jamais, qu'il n'y a plus aucun espoir. De la solitude éprouvée par Kate émerge une honte de soi, qui génère à son tour une haine de soi. On en voit un signe dans sa chambre quand elle couvre son miroir. Un geste qui montre que son propre visage et sa propre identité la dégoûtent. On entre alors dans le second moteur du désir de suicide, le sentiment d'être un poids. Chez Kate, il est amplifié par les réactions d'une partie de sa famille qui lui exprime son embarras. Kate est alors convaincue d'avoir ruiné pour de bon l'image de sa famille auprès de l'église et de leur communauté. Dans son esprit, sa simple existence sème la honte à ceux qui tiennent à elle. Cette idée persistante provoque une rationalisation très dangereuse que Joyner résume en une phrase. « Ma mort vaut plus que ma vie pour mes proches ». Une pensée au cœur du désir de suicide et qui contredit l'image la plus répandue de l'acte. Pour beaucoup, le suicide est un acte de lâcheté, car la personne disparaît sans faire d'adieu tout en sachant qu'elle répandra tristesse et désespoir autour d'elle. Cette approche fait partie de l'inconscient collectif pour une raison simple. Adopter le point de vue des proches en deuil est beaucoup plus facile qu'adopter celui du suicidaire. Tout le monde a déjà connu le deuil, alors que seule une très faible minorité a déjà ressenti le niveau de désolation qu'on peut observer chez Kate. Thomas Joyner rappelle que du point de vue des principaux intéressés, le suicide est vu comme un acte altruiste. Pour la personne en détresse, elle ne fait que rendre service à ses proches en les libérant du fardeau qu'elle représente dans leur vie. Voilà donc comment se forme le désir de suicide. Et ce qui est intéressant est qu'il n'est pas suffisant pour provoquer un passage à l'acte. Joyner ajoute un dernier facteur qui doit coexister avec ce désir, la capacité acquise au suicide. Elle se développe à travers les expériences de vie et comprend deux phénomènes, une augmentation de la tolérance à la douleur physique
et une réduction de la peur de la mort. On ne distingue pas le premier élément chez Kate, elle ne subit pas de violence physique et ne s'en inflige pas non plus. Par contre, 2 indices nous montrent une baisse de son niveau d'angoisse face à la mort. Le premier est ce dessin macabre. Le fait de représenter la mort permet à Kate de se familiariser avec elle et de la rendre plus tolérable. Le second indice est le plus flagrant, ce passage surligné de la Bible. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est cette citation qui aurait dû alerter Max. Le repos représente évidemment la mort, que Kate voit comme une forme de libération, car synonyme de la fin de ses souffrances. Cette idéalisation de sa propre finitude constitue la dernière pièce du puzzle psychologique rendant possible son passage à l'acte. Max n'a pas d'influence sur la composante capacité. Par contre, elle a une grande incidence sur la composante désir. Pour mesurer son impact, on peut utiliser ces 2 jauges représentant les 2 sentiments à l'origine du désir. Passé un certain cap, le désir de suicide devient assez significatif pour se stabiliser dans la durée, et potentiellement mener au passage à l'acte si la capacité est elle aussi présente. Avant la confrontation finale entre les 2 étudiantes, Max diminue par 3 fois la jauge d'isolement social. D'abord en allant lui parler pour obtenir sa version des faits, puis en la défendant face au chef de la sécurité, et enfin en répondant à son appel alors qu'elle est avec Chloé. Ces 3 actions permettent à Kate de se sentir en partie écoutée et comprise. Mais durant son témoignage, la réalité de la théorie du suicide finit par nous éclater à la figure. Elle nous montre que même les meilleures intentions du monde peuvent nous mener à empirer l'état d'esprit des personnes en détresse. On le voit quand Kate nous demande de l'aide. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Dans la question de Kate, il y a 2 demandes. Une première demande en surface qui est « Comment rendre justice en condamnant Nathan ?» et une seconde plus profonde et plus importante qui est « Comment faire cesser la douleur ?» À ce moment, je connais évidemment pas la théorie de Thomas Joyner. Je me dis donc 2 choses. 1. La première volonté sera pas remplie si elle émet ce genre d'accusation sans preuve. Et 2. La seconde sera pas non plus remplie car la vidéo virale sera utilisée contre elle pour la traiter de menteuse ou de fille facile. Je choisis donc le second conseil et malheureusement, c'est pas le bon. En fait, le raisonnement est seulement plausible sur la première demande. Pour la seconde demande, j'émets une hypothèse beaucoup trop pessimiste quant à son futur témoignage auprès de la police. Même s'il n'y a pas de preuves matérielles à l'heure actuelle, il y a quand même un infime espoir que la police mette le nez dedans. Car faut pas oublier que Chloé a elle aussi été victime du même crime et qu'elle peut donc aussi apporter son témoignage. Sans le savoir donc, je surestime les risques associés au fait de parler et sous-estime le désespoir provoqué par le fait de se taire. Lui expliquer qu'il faut des preuves revient à la dévaloriser, puisque c'est comme si je lui disais que sa parole ne suffisait pas et que personne ne la croira. Je fais aussi reposer sur ses épaules la charge mentale et physique de l'enquête, alors qu'elle est déjà épuisée par les humiliations qu'elle subit. En résumé, ce conseil revient à lui dire ceci. Tu es seul dans ton combat. Par cette décision, je rehausse donc involontairement la jauge d'isolement social. Le lendemain, notre face-à-face commence par des remerciements de Kate, qui se souvient que je lui ai tendu la main quand elle était au plus bas. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. J'ai alors le choix entre ces 2 réponses. Ici, je choisis la seconde option car elle m'apparaît plus puissante. La première réponse est trop vague et il n'y a pas vraiment de preuves pour étayer cette affirmation. La seconde réponse réduit par contre les 2 facteurs. D'abord l'isolement, en lui rappelant qu'elle fait partie de notre groupe d'amis, puis la lourdeur, en lui expliquant qu'elle compte pour nous. La suite logique est celle-ci. Si t'es importante pour quelqu'un, alors tu as de la valeur. Si tu as de la valeur, alors tu m'apportes quelque chose. Si tu m'apportes quelque chose, alors tu n'es pas un poids. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Max ajoute qu'elle a supprimé le lien de la vidéo inscrit sur le miroir des douches, ce qui appuie l'idée que Kate n'est pas seule dans son combat. Mais Kate pointe une contradiction avec le conseil que je lui ai donné le matin même. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Ici, mon but est de lui montrer que c'est pas parce que je lui ai conseillé de pas parler que sa situation ne progresse pas. J'élimine donc assez facilement ces 2 réponses, qui sont juste 2 manières différentes de dire que rien n'avance. Je privilégie ensuite le fait de rassembler des preuves, car c'est concret et que ça montre une amélioration de sa situation, là où le fait de demander plus de temps n'est qu'un rappel douloureux de l'absence de progression. C'est cette idée de progression qui est selon moi centrale pour la rassurer, car c'est cela qui motivait Kate à aller parler à la police. L'étudiante se disait que seule la police était capable de répondre à sa douleur en faisant éclater la vérité. Ma réponse lui rappelle donc que même si elle n'a pas témoigné à la police, il
Il y a quand même une enquête en cours, juste que c'est moi qui la mène. Et dans les deux cas, aucune responsabilité ne pèse sur elle. Sauf que ça veut pas dire qu'elle doit pas faire d'efforts. Tant que la vérité n'est pas révélée au grand jour, elle doit toujours faire face au harcèlement. I care about you because I believe you were drugged. We will find out who did this and make them pay. Sounds so persuasive, Max. If only. Kate, I believe you. Will you believe me? Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. I wish I could go back in time and erase everything. Ici, dire que tout le monde oubliera cette vidéo est trop optimiste et irréaliste, et lui demander d'être fort m'apparaît dangereux. J'anticipe que lui demander un effort de plus alors qu'elle est au plus bas ne fera que la démoraliser davantage. Voilà pourquoi je préfère lui dire qu'il y a des milliards de vidéos et que la sienne se fondra dans la masse. Et c'est en fait une grosse erreur. Je tombe dans un piège fréquent dans la consolation. Le fait de positiver sur la situation de la victime. C'est certes un choix logique et intuitif, mais il a un effet très pervers. Il minimise la souffrance de la personne. Quand quelqu'un est certain que sa douleur est insurmontable et qu'il n'y a plus aucun espoir, le fait de trop positiver ne revient pas juste à lui dire qu'elle a tort de ressentir ce qu'elle ressent. Elle revient à lui dire qu'elle exagère sa souffrance. C'est comme si on lui disait qu'elle en faisait trop, comme si on la traitait de fragile. Et ça a un impact considérable sur la variable isolement. D'abord parce qu'on la dévalorise, et ensuite parce qu'on renforce l'un des schémas de pensée de l'isolement, le fait d'être incompris. Ce qui nous amène à une observation cruciale. Consoler quelqu'un ne soigne pas automatiquement son sentiment de solitude, vu que c'est un sentiment qui n'est pas basé sur la présence d'autrui, mais sur la connexion avec autrui. Quelqu'un d'entouré peut donc se sentir seul s'il n'est pas écouté et compris, et Kate me le fait remarquer. Elle me rappelle ici la souffrance que j'ai ignorée en me braquant sur son avenir. On comprend donc que lui conseiller de rester forte était la meilleure option, ou plutôt, la moins pire. C'est la seule option qui ne rejetait pas sa douleur d'un revers de la main, ce qui est le piège le plus difficile à éviter. Souvent, quand quelqu'un fait part à un proche de sa volonté d'en finir, la réaction la plus naturelle est la panique. Et quand quelqu'un panique face à une vérité trop brutale, soit il l'évite, soit il la combat. Il peut nier la réalité, ou bien l'ignorer. Il peut culpabiliser la victime, ou bien la blâmer. Dans tous ces cas, le résultat est le même. Le sentiment d'isolement est renforcé. Les études ont montré que pour certaines personnes en détresse, les pensées suicidaires peuvent être en réalité un moyen de soulager sa souffrance psychologique à court terme. Elles lui permettent alors de reprendre le contrôle sur sa douleur et de se rassurer sur son avenir en se disant que si ça empire, il lui reste au moins cette option de secours. C'est en se basant entre autres sur ces observations que l'approche CAMS a été développée et a au fil des années montré son efficacité à travers plusieurs essais cliniques. Très utilisée dans les pays anglophones, elle recommande par exemple aux cliniciens d'explorer avec leurs patients l'option suicide sans jugement moral. Ce qui peut faire peur, car si on valide le désir de suicide, est-ce qu'on n'incite pas davantage au passage à l'acte ? Les psychologues répondent que non, car le but n'est pas de valider le désir et le raisonnement qui en découle, mais de valider l'existence de ce désir. Voilà pourquoi cette option est discutée et évaluée lors des entretiens. C'est cette transparence et cette honnêteté qui permettent de montrer à la personne que ses souffrances sont prises au sérieux, ce qui renforce le lien humain dont elle a besoin et réduit donc la solitude ressentie. Alors bien évidemment, ce n'est pas suffisant pour atténuer le désir de suicide. Le CAMS cherche avant tout à freiner les drivers de la pensée suicidaire, c'est-à-dire les moteurs qui la nourrissent, tout en travaillant avec le patient sur ses raisons de vivre. Ce qui est justement ce que fait Max pour se rattraper de son erreur. Kate, you can't do this to all the people who care about you. No! Nobody cares about me! Nobody! Ici, le dilemme vise à nous rappeler une chose importante. S'intéresser à celle qui souffre est primordial pour lui redonner un peu d'espoir. À cet instant, je me suis rappelé de la photo de Kate et ses sœurs que j'avais aperçue dans sa chambre, ce qui m'a poussé à orienter la conversation vers elle. I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. Then make Lynn happy and step towards me. If she was here, you would know what to do. La réaction de Kate est positive et nous montre que cette décision a agi sur les deux sentiments à la fois.
Le fait de lui expliquer qu'une partie de sa famille tient encore à elle peu importe ce qu'elle a fait, est un moyen de lui faire comprendre qu'elle n'est ni seule, ni dénuée de lien social. Quant au second sentiment, on s'y attaque frontalement en contredisant l'idée erronée que sa mort vaut plus que sa vie. Ici je dis l'inverse, ce n'est pas ton existence qui tirera tes proches vers le bas, mais ta disparition. Autrement dit, ce n'est que en vie que tu es bénéfique pour ta petite sœur, et ce n'est que morte que tu seras un poids pour elle. En orientant ses pensées vers une personne qu'elle aime, j'atténue son pessimisme en lui donnant une raison de vivre et de se battre. Je suis à ce moment sur la bonne voie, mais à force de trop vouloir en faire, je gâche tous mes progrès. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this route. Ce dernier dilemme se base sur le même principe que le précédent, l'idée qu'il faut cibler les remarques pour qu'elles aient davantage d'impact. Je me lance donc sur un sujet qui lui tient à cœur, ses croyances. Mais le problème est que je sais pas précisément ce qui l'anime. Évidemment que je me souviens de la Bible dans sa chambre, mais je n'ai pas fait l'effort de retenir son proverbe favori, et encore moins la référence associée. Je prends donc le proverbe 21:15. Quand justice est faite, elle apporte la joie au juste, mais la terreur aux malfaiteurs. On comprend assez rapidement pourquoi Kate avait barré ce passage de sa Bible. En fait, il l'amène dans une impasse émotionnelle. Peu importe comment on l'interprète, la suite logique est démoralisante. Si la justice existe, soit Kate fait partie des malfaiteurs, car elle vit actuellement dans la peur, soit il est nécessaire qu'elle souffre pour que cette fameuse justice soit rendue à l'avenir. Très bien, mais jusqu'à quand doit-elle endurer ça ? Comment la justice peut-elle exister si c'est la victime qui subit la terreur et ses bourreaux qui bénéficient de la joie ? Et du coup, si la justice n'existe pas, à quoi ça sert de se battre ? How does that proverb go? When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. I don't believe in justice, Max. I don't believe in anything anymore. No! I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marsh... before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. Comment se remettre d'une telle tragédie ? Comment se remettre du pire quand il aurait pu être évité ? D'après moi, ça sera pas possible tant que le principal responsable n'aura pas payé pour ce qu'il a fait. Lors de la réunion de crise suivant le drame, je décide donc de révéler à tous la responsabilité de Nathan dans la mort de Kate, ce qui lui vaut une suspension provisoire. Mais c'est loin d'être suffisant, car la justice n'a pas encore été rendue. Et tant que Nathan est en liberté, d'autres étudiantes sont en danger. C'est pour ces raisons que Max décide d'agir pour faire tomber son camarade. La première étape, obtenir le maximum d'informations sur lui. Elle et Chloé orientent d'abord leurs recherches sur le proviseur. Direction l'université pour s'infiltrer dans son bureau. Mais la porte est verrouillée et il n'y a aucun moyen de la forcer sans laisser de traces. Du moins pour le commun des mortels, dont Max ne fait plus partie. Et qui de mieux pour trouver une solution miracle que celle qui dispose d'une compétence miracle ? Non seulement Max peut d'elle-même revenir plusieurs minutes en arrière, mais en plus,
Si elle fixe suffisamment longtemps une photo d'elle, elle peut revenir au moment même où elle a été prise, soit plusieurs semaines, mois ou années dans le passé. Alors pour le moment, cette seconde application de son pouvoir ne lui est pas utile, donc elle se concentre sur le fonctionnement du don lui-même, de ses implications à ses conséquences. Elle réalise alors que quand on parle de voyage dans le temps, on parle en réalité de voyage dans l'espace-temps. Cela veut dire que si vous voyagez 1 heure en arrière sans vous déplacer dans l'espace, vous n'apparaîtrez pas au même endroit sur Terre mais dans le vide cosmique, puisque pendant ces 1 heure, la Terre se sera déplacée de 100 000 km par rapport au Soleil. Heureusement pour Max, chacun de ces voyages reproduit à l'identique la totalité des mouvements de la totalité des atomes de l'univers. Donc si elle est immobile dans sa chambre pendant 1 minute et qu'elle revient 1 minute en arrière, elle réapparaîtra dans sa chambre. Mais que se passe-t-il si durant cette minute, elle se rend dans la chambre voisine puis rembobine ? Eh bien, vu de l'extérieur, elle se sera téléportée. C'est avec cela en tête que Max façonne un plan d'infiltration indétectable. Elle fabrique d'abord une mini-bombe artisanale avec des produits stockés en salle de chimie, puis elle la place sur la serrure et la fait détonner. L'alarme incendie retentit alors comme prévu, mais ce n'est pas un problème, car à présent la porte est ouverte. Max n'a plus qu'à entrer dans le bureau, remonter en arrière juste avant l'explosion, ouvrir la porte de l'intérieur et le tour est joué. Welcome to my domain. You are magic! I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find Aucun out bruit ni why I dégâts, need it. aucune alarme déclenchée ni produit volé, rien. Rien qui ne puisse mener à Max et Chloé. Elles ont désormais le champ libre pour leur perquisition illégale, et il ne leur faut que quelques minutes pour trouver des éléments glauques sur Nathan. D'abord ce dessin enregistré sur l'ordinateur du principal. Hormis les motifs et la superposition bizarre des mots, c'est cette phrase écrite des dizaines de fois qui ressort. Rachel est dans la chambre noire. Alors soit Nathan était intoxiqué quand il a fait le croquis, soit il est instable mentalement. Mais dans tous les cas, cette phrase est troublante, car la Rachel dont il parle, c'est elle, une amie proche de Chloé qui a disparu il y a 6 mois. Et vu le contexte, il y a de fortes raisons de penser que la chambre noire dont il parle est l'endroit où Chloé et Kate se sont réveillées quand elles ont été droguées. Il y a aussi de fortes raisons de penser que, vu les liens financiers entre la famille Prescott et l'université, le proviseur a sûrement caché à la police tout ce qui pouvait incriminer Nathan, notamment ce document qui illustre ses pensées troubles. Il comporte ces 2 phrases. David M me demande toujours ce qu'il y a dans ma tête, et David M m'aide toujours à suivre ce qu'il suit. Le David en question, c'est lui, le beau-père de Chloé et le chef de la sécurité de Blackwell. C'est lui qui enquêtait sur Kate avant sa mort, lui qui la questionnait et la prenait en photo. Les propos de Nathan laissent donc entendre que les deux étaient complices, ce qui pousse Max et Chloé à passer à la seconde étape, découvrir ce que David a récolté sur Nathan et Kate. Max parvient à trouver le mot de passe de son PC et comprend à quel point il était à côté de la plaque au sujet de Kate. Pour lui, Kate n'était qu'une addicte, et c'est pour cela qu'elle s'était isolée de ses camarades et s'enfermait de longues minutes dans les toilettes. À aucun moment il n'a décelé le harcèlement qu'elle subissait. Par contre, il savait que Nathan était impliqué dans l'approvisionnement en drogue des soirées étudiantes. Max passe donc à l'étape supérieure, fouiller la chambre de Nathan. Elle y découvre des prescriptions de médicaments contre les troubles psychotiques, un second portable et cette photo de Chloé. Max a alors suffisamment de preuves de suffisamment de sources différentes pour bâtir un dossier contre Nathan. Elle se concentre d'abord sur son comportement la nuit où Kate a été droguée. Elle décode la liste des transactions de son dealer et comprend qu'il a acheté du GHB ce soir-là. Elle utilise ensuite les coordonnées GPS recueillies par David grâce à des trackers cachés sur la voiture de Nathan. L'étudiant s'est rendu à plusieurs endroits cette nuit-là, mais un seul attire son attention, cette ferme abandonnée, qui s'avère être détenue par la famille Prescott. Max et Chloé s'y précipitent pour l'inspecter, et remarquent rapidement une trappe assez mal dissimulée. Cette ouverture mène à un couloir souterrain conduisant à la fameuse chambre noire. Un endroit parfaitement organisé, qui n'est en apparence qu'un simple studio de photographie. Sauf que les sujets mis en scène sont des étudiantes kidnappées, et les moments photographiés sont leurs heures d'agonie. Derrière l'objectif se cache un artiste sadique, qui fige le temps pour immortaliser des expressions de terreur, de souffrance et de détresse. Une pièce qui collecte du malheur et l'archive dans des classeurs répertoriés par victime, de Rachel à Kate, en passant par Chloé et bien d'autres. Des centaines de prises de vue malsaines, toutes capturées dans ce studio de l'obscénité, sauf une. Sur cette photo de Rachel, Chloé reconnaît l'endroit où elles avaient l'habitude de traîner après les cours. Sous le coup de l'émotion, elle entraîne Max sur place, mais ce qu'elles y trouvent ne fait que confirmer ce que Chloé refuse d'admettre depuis des mois. Chloe, stop! Look. Please, no.
That smell. Rachel! Oh, Rachel, no, please not her! Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. Agir après un coup de poignard pareil est souvent une mauvaise idée. Max le sait, mais elle est impuissante face à la soif de vengeance de son ami, impuissante face à la haine qu'elle éprouve envers Nathan. Nous sommes le 11 octobre et l'association Vortex organise une soirée de remise de prix sur le campus. Chloé s'arme et ne laisse pas le choix à Max. Inutile de prévenir la police, car c'est elle qui va stopper Nathan et rendre justice à Rachel. Une fois à Blackwell, les deux amis fouillent chaque pièce, chaque recoin du bâtiment, et questionnent chaque ami, chaque connaissance de Nathan. Mais rien, aucun signe de vie, jusqu'à ce message de leur cible, qui menace de faire disparaître les restes de Rachel. Chloé et Max se précipitent donc sur les lieux pour faire tomber leur proie. Elles sont alors persuadées que leur arme, leur supériorité numérique et leur persévérance vont suffire. Oh god, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh, no. Chloe! Look out! What the fuck? This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Christ, look at that perfect face. Depuis le début, le principal responsable des enlèvements et meurtres commis à Arcadia Bay n'est pas celui que l'on pense, mais celui qu'on soupçonne le moins. Le célèbre photographe et professeur émérite Mark Jefferson s'avère être le cerveau à l'origine de tous ces crimes. Derrière son image bien soignée se cache un homme froid et cruel, fasciné par la souffrance des autres ou plus spécifiquement, la souffrance d'adolescentes. Pour ériger son studio de l'horreur, Jefferson s'est rapproché de Nathan Prescott. Il représentait pour lui la cible parfaite car il était riche et manipulable. En quelques semaines, Jefferson a su identifier et exploiter ses faiblesses psychologiques et émotionnelles. Sachant très bien que l'étudiant vivait mal le fait d'être rejeté par son père, le professeur a peu à peu endossé le rôle de figure paternelle pour combler son vide affectif. Et une fois dans sa poche, il ne lui a suffi que de quelques belles paroles et arguments élégants pour le convaincre de la nécessité de son projet démentiel. Et maintenant c'est Max qui est prisonnière de cette forteresse. Jefferson ne lui cache pas le sort qu'il lui réserve. Une piqûre et c'est le grand sommeil pour elle. L'étudiante balaie la pièce du regard, à la recherche de la moindre photo à laquelle s'accrocher. La seule sur laquelle elle parvient à se focaliser est l'une des multiples œuvres de son bourreau. Elle voyage alors 1 heure en arrière au moment du shooting macabre, mais il n'y a à présent plus rien à sa portée. Elle tente donc le tout pour le tout en demandant à Jefferson s'il a toujours son journal intime. Croyant la torturer psychologiquement, le photographe se moque du journal et le balance par terre. Il ne le sait pas encore, mais il vient ici d'offrir une issue de secours à sa proie. Max se concentre sur le selfie qu'elle a pris 5 jours auparavant et se volatilise. Elle revient alors le jour où tout a commencé et s'active, car son pouvoir ne lui donne que quelques minutes pour changer le passé, avant de la propulser vers le moment d'où elle vient. Elle doit donc être efficace et rapide.
Elle envoie d'abord un message à David lui indiquant l'adresse de la chambre noire et la responsabilité de Jefferson et Nathan, puis elle décide de participer au concours photo universitaire Les Héros du Quotidien, en soumettant la sienne à son professeur, et enfin, elle tente de rattraper sa négligence passée avec Kate. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Malheureusement, certaines choses ne peuvent pas être évitées aussi simplement. Son geste envers Kate ne suffit pas à changer son sort. Par contre, pour le reste, tout est résolu. Chloé a été sauvée d'une mort certaine, Jefferson a été arrêté par la police, et la photo de Max a gagné le premier prix de son école. Quand elle reprend ses esprits, elle est en plein vol pour San Francisco afin d'assister à l'exposition de son œuvre et de celle des autres lauréats universitaires du pays. Tout semble irréel. Le pouvoir de Max a fonctionné et a changé le destin funeste de Chloé. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado, it's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe! Can you hear me? La joie de Max est de courte durée. La tornade en train de ravager Arcadia Bay est l'aboutissement de plusieurs phénomènes étranges ayant eu lieu ces derniers jours. D'abord la chute de neige en plein mois d'octobre, puis l'éclipse surprise, et enfin la découverte de dizaines de baleines échouées sur les côtes. Dans tous les cas, les efforts de Max n'auront servi à rien si Chloé meurt dans cette tempête, car depuis le début, la motivation principale de Max est de sauver sa meilleure amie. Sans hésiter, elle se concentre sur sa photo exposée et revient 5 jours en arrière. Mais l'usage à répétition de son pouvoir l'épuise, et la seule chose qu'elle a le temps de changer est le résultat du concours. En faisant cela, Max s'assure de rester toute la semaine à Arcadia Bay pour pouvoir sauver Chloé. Le seul frein à ce raisonnement est qu'il ne prend pas en compte les limites de ce pouvoir. Le fait de revenir en arrière dans la même timeline et de disparaître au bout de quelques minutes crée en fait deux identités distinctes qui s'échangent le contrôle de la conscience de Max. La Max numéro 1, qu'on appellera Max 1, est le fil conducteur, la première à vivre les événements de cette temporalité. À l'instant où elle revient en arrière, elle prend le contrôle de son soi du passé. On assiste alors à la création d'une seconde identité, Max 2. Cette Max ramène avec elle son vécu et ses souvenirs issus du futur de la Max 1 qu'elle vient de remplacer. Elle sait donc que Jefferson est le coupable et que Nathan est son complice. Le problème est que ces nouvelles connaissances disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues, car cette manœuvre ne permet aucun transfert de souvenirs de Max 2 vers Max 1. Une fois la modification du passé de Max 1 effectuée, Max 2 est projetée dans l'avenir duquel elle vient, et au moment où elle s'éclipse, c'est Max 1 qui reprend le contrôle, mais cette fois-ci avec une amnésie totale des quelques minutes où Max 2 régnait sur son esprit. Elle ne se souvient donc pas d'avoir déchiré sa propre photo, et n'est au courant ni pour Jefferson, ni pour la chambre noire. Or, si elle est aussi ignorante que dans la temporalité précédente, bien il est évident qu'elle reproduira les mêmes erreurs et finira au même endroit. Jefferson prépare la dose finale pour celle qui a été si proche de la faire tomber. Sa victime accepte son sort, alors même qu'une personne lui est sortie de l'esprit. Une personne qui l'a indirectement aidé à découvrir la vérité. Une personne qui cherchait elle aussi à coincer Nathan. Cette personne, c'est David, qui en cherchant les deux disparus tombe sur les conclusions de leur enquête dans la chambre de Chloé. Il devine assez facilement l'emplacement de la chambre noire et s'y rend pour les délivrer. Mais Jefferson l'entend entrer et se prépare à riposter. Le professeur réussit à désarmer David et à l'abattre, avant que Max n'utilise la première facette de son pouvoir. Elle revient quelques secondes en arrière pour prévenir son sauveur et l'aider. Après plusieurs essais, David parvient à prendre le dessus sur Jefferson et à le neutraliser. Une fois libérée, Maxine se précipite à son journal intime mais réalise qu'il a été brûlé par son kidnappeur. Sans photo d'elle, elle ne pourra pas faire de bond dans le passé. Elle se rappelle alors que Warren avait pris un selfie avec elle pendant la soirée Vortex.
Elle prend donc la voiture de Chloé et conduit à travers la tempête pour retrouver son amie. Arrivé en ville, Max se faufile dans les rues chaotiques, entre des restes de bâtiments détruits, des carcasses de voitures et des corps sans vie. Elle retrouve finalement Warren dans le restaurant de la mère de Chloé et heureusement, il a toujours la fameuse photo sur lui. Max se concentre sur elle et voyage 24 heures en arrière, soit 1 heure avant le meurtre de Chloé par Jefferson. Elle raconte à sa meilleure amie tout ce qu'elle vient de vivre et la persuade de se mettre à l'abri avec elle. Elle choisit alors l'endroit idéal, l'endroit même où ses visions ont commencé, le phare d'Arcadia Bay. Les deux amis assistent en première loge à la tornade sur le point de ravager la ville. Cette tempête ne fait désormais plus partie d'une vision ou d'un cauchemar, mais de la réalité même, et celle-ci est effrayante. Cette catastrophe naturelle était présente dans chacune des timelines vécues par Max, et elle est si improbable qu'il est tout autant improbable que le réchauffement climatique en soit la cause. Seule une force aussi extraordinaire peut être à l'origine d'un tel cataclysme. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. All I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power, you didn't ask for it. And you saved me, which had to happen, all of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that. No way. I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Voilà le dilemme final que l'on nous impose. Sacrifier la personne qui compte le plus à nos yeux ou sacrifier la ville dans laquelle on a grandi et les milliers d'innocents qui la composent. La réalité est brutale. Le seul moyen d'éviter une tragédie collective est d'accepter une tragédie individuelle. Et le seul moyen d'éviter cette tragédie individuelle est de causer une tragédie collective. La solution à ce problème semble assez simple au premier abord. La vie de plusieurs milliers de personnes vaut évidemment plus que la vie d'une seule personne. Et d'ailleurs, les victimes ne sont pas que les morts causées par la tempête, mais aussi les blessés et les familles en deuil. Le nombre de personnes impactées est donc beaucoup plus élevé. Malgré cela, mon premier instinct est de sauver Chloé, car le raisonnement comptable ne fonctionne que pour des inconnus. Quand on ajoute de l'émotionnel à l'équation, la valeur subjective de la personne change. Et pour moi, Chloé vaut bien plus que cela. Cette valeur subjective est alimentée par les moments passés avec elle avant le récit principal et pendant, mais aussi par tous les efforts entrepris pour la sauver. Le coup de la mort de Chloé m'apparaît donc difficile à supporter. Sauf que cette approche est très égoïste et le signe d'un manque de maturité. Toute personne vivant assez longtemps perdra des proches au cours de son existence. Vouloir l'éviter est naturel et louable à condition qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Or, dans mon cas, le seul moyen de m'éviter cette souffrance est de l'infliger à des milliers d'autres. Et ces autres ne sont pas des pourritures qu'ils méritent, mais juste des gens normaux qui n'ont rien demandé. L'autre faille est qu'il n'y a que moi qui bénéficie de ce pouvoir, et je ne le mérite pas plus qu'un autre. L'utiliser pour m'avantager en enfonçant les autres me paraît donc injuste vis-à-vis d'eux. C'est là une forme de triche sur la mort. Maintenant, si on raisonne de manière superstitieuse, je pourrais me dire que si ce pouvoir existe, c'est pour être utilisé. Et s'il s'est manifesté pour la première fois lors de la mort de Chloé, eh bien peut-être que ça veut dire qu'il était destiné à être utilisé à ce moment-là. A l'inverse, je pourrais aussi me dire que si sauver Chloé a un coût si élevé, eh bien peut-être que le message caché de l'univers est en fait le plus simple. Je dois juste accepter la mort de Chloé même si ça fait mal. On voit là que le frein majeur au fait de sauver Chloé est la culpabilité liée à la mort d'innocents. Et ce qui est intéressant est que je tente d'abord de la surmonter de manière inconsciente. Vous remarquerez qu'à l'oral, j'ai naturellement reformulé le dilemme énoncé, car c'est la première chose que mon cerveau a faite quand j'ai commencé à raisonner. Remplacer le terme sacrifié par le terme sauvé.
Ce changement rend chacune des issues positives, en ignorant le coût associé à chaque choix et en se concentrant uniquement sur le bénéfice qu'il procure. C'est là une manière linguistique de fermer les yeux sur l'impact du sauvetage de Chloé. L'autre influence inconsciente sur ma prise de décision est émotionnelle. En quelques jours, j'ai été témoin par 2 fois de la mort de Chloé. C'est comme si j'avais vécu un deuil partiel. J'ai donc connu une fraction des conséquences de l'autre décision, ce qui diminue mon impression d'être injustement avantagé par rapport aux autres et réduit par la même occasion mon sentiment de culpabilité. L'affaire Kate a elle aussi des répercussions sur mon choix final. Le fait de ne pas avoir pu l'empêcher de passer à l'acte pèse encore sur ma conscience et rend donc plus difficile l'idée d'abandonner une seconde personne, d'autant plus que, contrairement à Kate, je sais exactement comment sauver Chloé. Je me sentirais donc lâche de la laisser partir, car j'aurais juste l'impression de l'abandonner. Cette manière d'interpréter cette option entraîne un transfert partiel de culpabilité de l'option sauvetage de Chloé vers l'option Arcadia Bay. Mais globalement, la culpabilité n'est atténuée que temporairement, juste avant de prendre la décision, et il est évident qu'elle reviendra me ronger de l'intérieur à l'avenir. Il me faut donc plus, une justification rationnelle, un raisonnement bien conscient et dénué d'émotion, l'existence d'univers parallèles. Je contredis là mon explication précédente qui n'offrait qu'une seule temporalité dans laquelle Max se déplaçait. Ici, le multivers implique que Max ne voyage jamais dans le passé d'un seul et même univers, mais dans le passé d'un autre univers. Un univers parallèle dont la timeline est identique, de son origine au moment où elle y débarque. Quand elle modifie le passé de ce second univers, elle est donc projetée dans le futur de ce même univers. Il y a donc, comme pour l'autre interprétation, un maintien du principe de causalité. Autrement dit, la cause précède toujours l'effet. Cette nouvelle lecture du voyage temporel implique que chacune des options a son propre univers. Concrètement, au moment où on me propose ce choix final, je suis pas dans l'univers originel mais dans l'un des nombreux autres. Dans le premier univers d'où je viens, Chloé a été tuée par Nathan, et ce n'est qu'en voyageant dans le passé d'un second univers que j'ai été capable de la sauver. Cela veut dire que ces 2 univers coexistent, celui où Chloé est morte et celui où la ville a été rasée. Je ne change donc pas le cours des choses pour m'avantager en sacrifiant les autres, je change simplement d'univers. Voilà comment je me décharge de la responsabilité de la mort de milliers d'innocents. À l'arrivée, la question ultime n'est plus de savoir qui je compte sacrifier ou sauver, mais dans quel monde je souhaite vivre. Max, it's time. Not anymore. Max, I'll always be with you. Forever.
I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time.